bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain, leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coopération. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan avec Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors, vous êtes coopérant à l'AILCT. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'AILCT ? Alors, l'AILCT, c'est un projet franco-ivoirien qui est né en 2017 lors du sommet Union africaine-Union européenne. Il a été inauguré le 10 juin 2021 par le Premier ministre ivoirien et le ministre Jean-Yves Le Drian. Donc l'AILCT s'inscrit depuis sa création dans une dynamique extrêmement positive qui a vu tout récemment l'arrivée de bailleurs, le lancement de plusieurs stages et la construction d'une première tranche d'infrastructures qui lui permet de parvenir à un premier seuil de maturité et surtout de voir sa gouvernance évoluer vers un élargissement international. Donc aujourd'hui, un conseil d'administration composé de 16 membres détermine les orientations de l'activité de l'académie et veille à leur mise en œuvre. Il délibère sur les orientations stratégiques, pédagogiques, techniques, administratives ou financières de l'académie. Donc elle est commandée par un officier général ivoirien auquel est adjoint un magistrat français. L'académie a 3 grands objectifs. Le premier est de créer une communauté et une culture du contre-terrorisme commune aux forces africaines et à leurs partenaires internationaux. Le deuxième objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des unités qui sont directement engagées dans la lutte antiterroriste. Et enfin, bien sûr, d'améliorer la coordination interministérielle de tous ces acteurs qui sont impliqués. On a donc vraiment une approche résolument interministérielle, défense, justice, intérieur et finances. Il est important également de savoir qu'elle est organisée en 3 piliers. Une école interministérielle des cadres qui a été créée en 2019, le premier pilier créé. Un complexe d'entraînement des forces spéciales et des unités d'intervention spécialisées. Et un institut de recherche stratégique qui, depuis 2021, monte en puissance. L'académie est implantée à Jacquesville, qui est une localité située à 45 km environ à l'ouest d'Abidjan, entre la mer et la lagune, et dispose d'une zone administrative et d'une zone d'entraînement qui comporte déjà 6 espaces distincts. Avant de rentrer dans le détail de ces 3 piliers, moi j'aimerais savoir, alors depuis combien de temps vous êtes arrivé à l'AILCT et quel est votre rôle, vous, en tant que coopérant ? Alors moi je suis arrivé à l'AILCT en juillet 2022 comme sous-directeur du pilier 2. À ce titre, je suis responsable du centre d'entraînement des forces spéciales et des unités d'intervention spécialisées. Mon chef est un général ivoirien à qui j'apporte mon expertise et j'ai 5 grandes missions. La première, c'est de contribuer à la conception des stages, leur planification annuelle et à l'élaboration des programmes de formation. Je m'occupe également d'assurer la préparation, la conduite et l'exécution de ces stages. Je participe au suivi des travaux d'infrastructure également en liaison avec les différents groupements d'entreprises et les acteurs économiques et étatiques. Je contribue également à l'élaboration du budget de l'académie, à son suivi, sa mise en œuvre. Et enfin, j'interviens en tant qu'expert
en contre-terrorisme au sein des formations des différents piliers. Justement, à propos de ces formations, donc vous parlez du contre-terrorisme, les formations auprès des forces spéciales, mais il y a ces deux autres piliers sur la ILCT. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres centres de formation dans le monde, mais j'ai souvent entendu dire, et par des partenaires internationaux, que l'ILCT, c'était un centre d'entraînement et de formation un petit peu particulier. Pourquoi on dit ça de l'ILCT ? Je pense qu'on dit ça de la LCT parce qu'elle a vraiment une approche globale de cette lutte et elle s'appuie notamment sur un institut de recherche intégré à sa structure et elle est donc conçue pour dispenser des formations qui contribuent à structurer les capacités globales des États dans la lutte contre le terrorisme. Donc il y a une approche vraiment interministérielle et je dirais pluridisciplinaire. Donc, elle accueille des participants qui viennent de différents statuts, des différents statuts, des militaires, des policiers, des gendarmes, des magistrats, des agents des administrations pénitentiaires et douaniers. Donc, vraiment, ces formations les regroupent indifféremment ou par catégorie, qu'ils soient agents en unité d'intervention, cadres ou hauts fonctionnaires. Donc, je pense que c'est vraiment sa particularité. Ça lui permet de mettre en œuvre cette approche globale. Et pour cela, il faut bien sûr travailler sur l'ensemble des domaines du terrorisme, comme je le disais, et du contre-terrorisme. Donc la prévention, les aspects sociaux, les aspects politiques, économiques, financiers, l'aide aux victimes, bien sûr, l'intervention armée avec différents stages qui permettent de s'y préparer, le renseignement et le traitement judiciaire du terrorisme. Et ça, c'est quelque chose de très novateur, ça n'existait pas ailleurs ? Non, c'est quelque chose qui n'existait pas ailleurs sur une approche aussi globale. On a différentes structures, en Jordanie par exemple, un centre d'entraînement qui permet de s'entraîner sur ce segment du contre-terrorisme, mais ce sont uniquement des structures d'entraînement. Mais là, avec vraiment cette approche aussi globale, il n'y a pas d'équivalent, non. Vous parliez de l'inauguration par le ministre ivoirien et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian, en 2021. Quelle a été, alors je vais vous poser les deux questions directement, quelle a été la place du savoir-faire français dans la construction de l'académie et ensuite, quelle est aujourd'hui la place de la France dans ce projet ? Alors, la France a une place centrale dans ce projet. D'abord parce qu'il y a une relation tout simplement exceptionnelle entre la France et la Côte d'Ivoire. Il y a une vraie histoire en termes d'amitié et de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Ensuite, la France a eu l'idée de créer ce projet et avec d'emblée une approche globale et internationale. Je dirais qu'il a fallu, notamment au début, être particulièrement réactif, audacieux et oser lancer ce projet. Bien sûr, trouver le financement, l'affectation du personnel, l'organisation, enfin les infrastructures. Donc, la ILCT est née un petit peu comme ça. Donc, la France, aujourd'hui, encore plus qu'hier, reste activement impliquée dans l'administration de l'académie grâce à l'affectation de personnel dédié. Elle est présente au sein de la direction générale, de la direction des formations, de la direction des soutiens et aussi au sein de l'Institut de recherche stratégique. On est 7 Français affectés à l'académie. À ce jour, c'est aussi la France qui assure l'encadrement de la quasi-totalité des stages et convoque les différents experts qui proviennent tous de services et d'unités assez spécifiques, tels que le commandement des opérations spéciales, la direction du renseignement militaire, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, la DGSI, le parquet national antiterroriste, la sous-direction antiterroriste. Donc il y a toute une organisation qui aujourd'hui implique directement la France pour convoquer ces experts instructeurs. Et enfin, les membres du CA, je dirais, se répartissent en 3 catégories. On y trouve les membres fondateurs, les membres actifs et les membres associés. La France et la Côte d'Ivoire sont membres fondateurs et à ce titre disposent d'une voix délibérative et d'un droit de veto au CA. On sait que la sous-région, enfin la région plus globalement, est actuellement sous tension, que le terrorisme s'est développé dans des pays limitrophes. L'ILCT, qui est aujourd'hui un outil performant, avec un vrai savoir-faire, est-ce qu'il arrive à s'adapter, est-ce qu'il adapte sa formation en fonction de la situation ? Est-ce que vous regardez ce qui se passe autour pour vous dire « Ah, on va peut-être plus travailler, par exemple, sur le judiciaire, sur tel niveau, sur les mouvements de population ou autre ?» Enfin, je connais pas les détails, bien évidemment, mais est-ce que vous vous adaptez constamment à ce qui se passe autour de vous ? Enfin, autour de vous et dans un sens plus large, d'ailleurs, sur le continent ou ailleurs.
Oui, bien sûr. Donc là, c'est un vrai défi aussi. Donc l'académie adapte en permanence sa formation en fonction de la situation d'une part et des stagiaires et donc des besoins. Donc l'idée n'est pas de faire une formation à la française, mais bien de faire une formation qui est adaptée aux différents pays africains. Donc le challenge est énorme puisqu'il y a une trentaine de pays qui sont aujourd'hui passés par l'académie, qui continuent d'y passer. Maintenant, les pays les plus directement touchés peuvent aussi faire l'objet d'une priorisation particulière. Par exemple, le Cameroun, qui est directement engagé sur 2 fronts aujourd'hui, a pu faire un stage en unité constituée en juin dernier. La plupart d'ailleurs de ces hommes revenaient d'une opération. Ils venaient d'ailleurs de perdre un des leurs. Vous voyez donc un peu le contexte dans lequel ils étaient en stage et ils retournaient dans la foulée. Du coup, c'était un besoin, un accord entre un petit peu le pays et l'académie pour pouvoir faire un stage particulièrement spécifique au combat contre le terrorisme pour cette unité-là. Vraiment, on l'adapte en discussion avec nos partenaires. Ensuite, les stagiaires et les experts sont tous directement engagés dans ce combat. La LCT est donc en permanence alimentée par ce réservoir de compétences en fait. Les experts instructeurs, comme je vous le disais tout à l'heure, viennent d'unités d'élite qui sont en permanence engagés et tournés vers l'opérationnel et les nouveaux défis avec les nouveaux matériels, les nouvelles procédures. Et les stagiaires qui viennent également sont tous déjà issus d'un service, d'une direction, d'une unité, ne sont pas des débutants. Donc la LCT en tire vraiment tout le bénéfice, tant en termes d'expérience opérationnelle, de matériel, de procédures ou d'études et prospectives même. Ensuite, à chaque fin de stage, bien sûr, on fait des rétextes, des retours d'expérience que nous font les stagiaires, que nous font les experts et on fait un débriefing de fin de stage à chaud. Ça nous permet déjà d'avoir les premiers éléments. Et là, on est en train de construire, bien sûr, au travers d'une plateforme Internet, une plateforme d'e-learning, des rétex à 6 mois, à 1 an pour avoir encore et cibler plus large et avoir peut-être encore un meilleur pilotage et une meilleure optimisation de ce processus de rétex. Alors, vous parliez de ces nombreuses unités. Alors déjà, pour commencer sur les unités de la région qui viennent de plusieurs pays, qui ont des formations. Alors certes, ils ont une expérience, vous venez de le dire, mais ils ont une formation initiale et académique qui peut être différente. Comment on arrive à former, par exemple, des magistrats ou des policiers qui viennent de 4, 5, 6, peut-être 10 pays différents en même temps ? Oui, alors là, c'est un vrai défi, puisque au-delà des particularités qui sont propres à chaque pays et à chaque profession, les stages sont également d'une durée assez variable. Donc c'est vraiment un effort important qui nécessite d'abord une construction pédagogique des stages la plus propre possible. Donc bien sûr, de bien définir dès le début le but, le contenu, les objectifs, de rentrer vraiment dans les détails des différents modules pour avoir à la fois une partie théorique et pratique et en relation bien sûr étroite avec les formateurs, instructeurs et nos partenaires. Ensuite, bien sûr, il s'agit de cibler, je le disais tout à l'heure, les bons profils. Donc des conditions d'admission très strictes, des conditions des dossiers également très fines et une vérification de ces dossiers. Donc tous nos stagiaires sont déjà affectés dans une direction et un service. Comme je le disais, il n'y a pas de débutants. Et enfin, bien sûr, il faut une parfaite synergie entre la direction et la formation. Beaucoup de souplesse, d'intelligence de situation et d'adaptabilité. Les instructeurs doivent faire montre vraiment de qualité d'adaptation indéniable. Je dirais presque que chaque stage est un peu différent et se construit un petit peu à 20% avec ces expériences partagées avec les stagiaires. Ça demande sur votre programme une adaptation constante et une évolution. En revanche, vous définissez quand même une base de programmation, mais avec vos partenaires. Enfin, il n'y a rien qui est fait uniquement au sein de la ILCT. Ça va aussi avec les pays que vous allez accueillir et avec l'ensemble des instructeurs. Oui, tout à fait. Donc, ça évolue constamment en fonction de tous ces besoins. Et bien sûr, il y a des stages qui sont plutôt dédiés et en unités constituées ou en profession constituée quand on ne peut bien sûr pas faire quelque chose de trop collégial. Donc, il s'agit par exemple sur un stage type de faire une sorte de tronc commun et puis après, sur les jours restants, de spécialiser, vous voyez, par cœur de métier pour enfin finaliser sur un exercice de coordination globale où chacun mettra en avant les compétences qu'il a acquises durant le stage. Ça veut dire, à propos de ça sur le terrain, vous pouvez par exemple faire une formation avec des unités des forces spéciales, mais les mettre dans une thématique où vous allez faire intervenir d'autres stagiaires ? Oui, tout à fait. Donc là, alors, on travaille sur ça activement pour essayer de
mieux le coordonner et de pouvoir le faire un petit peu plus. On a eu l'occasion de le faire déjà 2 fois. Et l'idée, c'est par exemple, lors d'une crise, d'une attaque terroriste, de faire jouer les unités et en même temps d'activer le PC de crise dans lequel va se trouver le procureur de la République, des magistrats, les services de secours, des préfets, vous voyez, pour la coordination de cette opération-là. Pour revenir à l'entraînement et l'intérêt, enfin l'entraînement et la formation, pardon, et à l'intérêt d'autres armées, au-delà de la région, est-ce qu'il y a des armées occidentales qui ont leur propre espace d'entraînement et qui sont intéressées par l'AILCT et qui souhaitent y venir ? Oui, donc il y a effectivement de nombreux pays qui souhaitent venir à l'AILCT et développer des actions de partenariat avec les pays africains en intégrant déjà le conseil d'administration, c'est le cas pour 16 membres déjà. On a récemment eu l'Allemagne qui a mis en place un coopérant sous forme d'une relève tous les 4 mois qui vient nous appuyer au sein de la direction. Et les Allemands ont également mis en place 2 experts formateurs pour un stage de dépiégeur de combat qui s'est fait en parallèle avec 2 experts français et 2 experts ivoiriens. Donc on avait vraiment un partage, une co-construction dans le cadre de ce stage. Depuis l'ouverture de la gouvernance à l'international, on va avoir de plus en plus d'experts et de formateurs comme ça internationaux, ce qui va d'ailleurs nous permettre encore sans doute de mieux répondre à tous ces nouveaux besoins et ces défis aujourd'hui en Afrique. Alors là, je vais poser une question à l'homme d'expérience de terrain. Qu'est-ce qui fait que l'AILCT, ça fait un peu rêver tout le monde en termes d'espace d'entraînement, en termes d'espace géographique ? Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait rêver parce que tout est vraiment proche, tout est à côté. Et il est possible de conduire, de tirer, de se déplacer, de manœuvrer par la lagune, voire par la mer, à pied, en véhicule. Tout ça dans un espace de 1200 hectares, mais au même endroit. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour permettre un entraînement optimal, tant au niveau des infras qu'au niveau du matériel. Donc c'est vraiment les conditions idoines pour s'entraîner. La première fois que vous êtes arrivé à l'AILCT, ça a été quoi ? Qu'est-ce que vous êtes dit ? Alors moi, la première fois que je suis arrivé, alors déjà c'était un grand waouh. On arrive, on voit ces grandes pistes en latérite, toutes neuves, sorties de nulle part en plein milieu de la forêt. On arrive avec des infrastructures qui sortent pareil comme ça de nulle part. Donc ça saute aux yeux, on a vraiment ce sentiment d'éblouissement. Donc moi c'est le premier sentiment que j'ai eu. Le deuxième, plus on rentrait dans les sujets du dossier et plus on mesurait l'ampleur de ce dossier et puis je me disais waouh, est-ce qu'on va arriver à être ce rendez-vous parce que l'ambition elle est énorme et le projet est tout simplement grandiose et il faut sacrément se remettre en question pour pouvoir répondre à l'ensemble du périmètre pour que ce soit vraiment sur les rails comme ça l'est aujourd'hui, quoi. Sans forcément rentrer dans le détail, mais c'est quoi aujourd'hui l'avenir de l'académie ? Comment on le voit cet avenir ? Est-ce qu'il y a des grands projets en soute ? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles ou c'est des choses qui vont progresser, évoluer, j'allais dire lentement, pas forcément lentement, mais qui évolueront au fil du temps ? Oui, alors là, vraiment, ça évolue très rapidement. Ça a évolué déjà en 2023. Ça a été l'année vraiment d'ouverture internationale et de la gouvernance. Comme je vous disais, 16 membres autour de la table aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un grand pas en avant. Au niveau des infrastructures également, puisque les travaux de la tranche 2 vont pas tarder à débuter avec plus de 4-5 bâtiments dans la zone administrative qui vont augmenter notre capacité de logement, avec des zones d'entraînement supplémentaires, donc une piste 4x4, une piste d'atterrissage, un champ de tir 1000 mètres, une zone de contre-terrorisme maritime, une zone tubulaire. Donc il y a vraiment des travaux là, sur les 2-3 ans à venir, très importants, qui vont encore augmenter sa capacité d'entraînement. Ensuite, en termes de RH aussi, puisque de nouveaux postes ont été dédiés à l'académie, et puis les partenaires vont également continuer d'affecter et d'alimenter cette ressource. Il y a beaucoup plus de fluidité également dans la compréhension de l'environnement global, puisque l'académie a maintenant 4 ans et maîtrise quand même beaucoup mieux tous ces mécanismes organisationnels. Et donc l'avenir est très très prometteur. Il y a de nombreux défis encore à remporter et on a pas mal de pain sur la planche encore. Oui. Est-ce que vous pensez, il y a une histoire de longue date entre la France et la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que cette relation et cette confiance qu'il y avait déjà depuis de longues années entre les deux pays était importante pour démarrer l'AILCT et encore aujourd'hui dans le travail que vous faites ? Alors oui, j'en suis même persuadé, alors ça n'engage que moi, mais je pense vraiment que sans cette relation de confiance entre la France et la Côte d'Ivoire, ce projet n'aurait pas pu naître aussi rapidement.
et se développer comme il le fait là maintenant depuis 4 ans. C'est vrai, la France et la Côte d'Ivoire ont des relations d'amitié, des relations de confiance, des relations vraiment fortes, et on le mesure tous les jours sur le terrain, et elles sont historiques. Voilà. Donc est-ce que ça aurait pu se faire ailleurs? Sans doute. De cette façon-là, je pense pas. Vous connaissiez la DCSD avant d'être affecté à l'AILCT? Alors, je connaissais, oui, la DCSD avant d'être affecté. Je n'y avais encore jamais servi. Je ne la connaissais pas de l'intérieur. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques coopérants lors de différentes expériences opérationnelles ou à l'étranger. Voilà. Aujourd'hui, si on vous demandait quelqu'un de votre entourage qui vous croise et qui vous dit mais en fait, c'est quoi un coopérant? Vous pourriez lui répondre quoi? Difficile. ça serait vraiment difficile, et je pense que alors déjà le périmètre est très large, et il faut vraiment sortir de sa zone de confort et ne pas raisonner en cœur de métier. Ça, c'est la première chose. La deuxième, sans doute, c'est vraiment peut-être la plus importante, c'est en tant que coopérant de vraiment être ce relais indispensable entre la France et la Côte d'Ivoire avec le partenaire, et de pouvoir justement s'intégrer parfaitement aux contraintes du partenaire, tout en mesurant les contraintes, bien évidemment, de la partie française. C'est un poste où les relations de confiance et les relations humaines sont essentielles. Essentielles, décisives, et c'est vrai que si vous n'avez pas la confiance du partenaire, si vous ne savez pas et vous ne réussissez pas à vous intégrer, vous ne pouvez pas rester coopérant dans un pays. Bon, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un coopérant heureux? Moi, oui, parfaitement. Je suis vraiment heureux ici en Côte d'Ivoire en plus, un pays que j'avais eu l'occasion de connaître un petit peu par le passé. Donc, c'est pour moi vraiment une chance de pouvoir être ici. Je la mesure, et écoutez, j'en profite en essayant de porter ma petite contribution à l'AILCT aujourd'hui. Charlie, merci beaucoup de nous avoir reçus à Abidjan. Ouais, merci beaucoup à vous, et puis au soleil. Je vous laisse dans le froid. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.